Donc, comme on l'a vu, Lac de Québec, c'est vraiment la goutte qui fait déborder le vase. Et à partir de ce moment-là, les 13 colonies vont commencer à s'organiser vraiment. Euh, et là, on va convoquer une réunion extraordinaire des représentants des différentes colonies. On va appeler ça le Congrès continental. Il y en aura deux. Le premier, ben, va se tenir à Philadelphie du 5 septembre au 6 octobre 1774. Ça va réunir 50 délégués. Donc, on va se réunir dans la plus grosse ville des 13 colonies. Et il y a 12 colonies qui vont envoyer des délégués. Pour l'instant, la Géorgie a décidé de ne pas en envoyer. Euh, la réunion, elle est importante. Pourquoi? Ben parce que là, il s'agit de trouver une façon de fonctionner ensemble. Visiblement, les actions de l'Angleterre irritent de plus en plus. Mais il ne faut pas penser à ce moment-là que ces 50 délégués, que même la portion de la population des 13 colonies avait le couteau entre les dents, qu'on voulait s'en aller vers l'indépendance. Quand même loin de là. Ce qu'on veut, c'est d'une certaine manière amener l'Angleterre à la table des négociations, amener l'Angleterre à changer ses positions, à changer ses façons de faire avec les colonies. Donc, c'est pas mal ça l'objectif du premier congrès continental, c'est de faire des représentations auprès de l'Angleterre afin qu'elle change ses façons de faire. Donc, donc des décisions. Bon, l'idée, évidemment, c'est de coordonner l'action des colonies, mais en même temps, on va décider de boycotter des produits anglais en espérant, bon, que ce soit du thé, le café, le sucre, peu importe ce qui vient du monde britannique. L'idée, c'est de faire mal, finalement, au portefeuille anglais, afin de forcer, comme je disais, l'Angleterre à revoir sa position par rapport aux 13 colonies. On n'aime pas justement l'attitude de l'Angleterre, et ça on l'a vu dans les autres capsules, on n'aime pas l'attitude de l'Angleterre, surtout depuis la fin de la guerre de 7 ans. Ce qu'on va voir surtout aussi, ce sont les membres des colonies à affirmer leur droit justement à se gouverner. On voulait avoir une plus grande indépendance. On voulait surtout éviter que l'Angleterre se supplée euh, aux décisions des 13 colonies. Une fois qu'une loi est signée par l'Angleterre, une fois qu'une loi est adoptée par une législature d'une colonie et qu'elle est signée par l'Angleterre n'a plus le droit de venir se mêler, n'a plus le droit de venir changer les choses. C'est un petit peu ça. Donc, on veut affirmer justement cette autonomie de plus en plus grande. On voudrait avoir aussi peut-être des représentants au Parlement britannique. Donc, véritablement, le premier congrès continental, c'est ça, c'est amener l'Angleterre, si je peux prendre l'expression, à la table des négociations, afin que l'Angleterre revoie ses positions par rapport aux 13 colonies. Il y a certains individus qui commencent à croire au contraire, que les 13 colonies n'ont d'autre choix que de se séparer de l'Angleterre. Thomas Jefferson y arrive tranquillement pas vite, mais Jefferson, il se dit en ce moment-là, en 1774, je suis pas sûr que si on se lance dans cette aventure-là, que la population va suivre. Il faudrait trouver un élément un peu dramatique pour justement impliquer, engager davantage la population dans cet élan-là. Un de ceux qui va donner un élan dramatique s'appelle Patrick Henry. Lui, ce n'est un des quelques-uns au premier congrès continental qui est convaincu que les 13 colonies n'ont d'autre choix que de se séparer de l'Angleterre. Et à l'occasion de ce premier congrès, il va livrer un discours, ma foi, enflammé de plusieurs heures, très long. Et il va finir justement en tombant par terre devant ses collègues. Et il va finir son discours en disant Give me liberty or give me death. Donc, autrement dit, si je ne parviens pas à avoir mon indépendance, j'aime mieux mourir. Et ça, c'est le genre de choses qui vont être reprises, je ne sais pas que c'est à cause de ça que tout le monde se lance vers le mouvement d'indépendance, mais c'est le genre de truc qui va être médiatisé. Il y a déjà une machine médiatique, appelons-le comme ça, quand même efficace dans les 13 colonies. Chacune des 13 colonies possède un certain nombre de journaux, et c'est le genre de discours qui sera repris comme ça, d'une certaine façon. Donc, le premier congrès continental se sépare à l'automne 1774, mais là, entre la fin de 1774 et le début de 1775, il y a comme une accélération des événements. L'Angleterre veut écraser, veut tuer dans l'œuf finalement ce mouvement révolutionnaire, et là, l'Angleterre va, comment je pourrais dire, va multiplier d'une certaine manière, va renforcer sa présence militaire certainement. Et là, on va commencer à voir en 1776 des affrontements. Il y aura déjà un affrontement entre miliciens des colonies et des troupes anglaises à Lexington, donc c'est au Massachusetts. Et là, à ce moment-là, à partir de cet événement-là, ben, on va convoquer un second congrès continental et on va commencer à mettre sur pied une armée continentale pour affronter les troupes anglaises. Ça va conduire à un deuxième combat, donc c'est la bataille de Bunker Hill, donc dans la région de Boston, le 17 juin 1775. Et c'est là, justement,
justement que le deuxième congrès continental va commencer à agir de plus en plus vite et qu'on va retrouver au sein des délégués de plus en plus de personnes qui croient que l'indépendance est importante. Lors de ce second congrès continental, on va même mettre sur pied un plan dans le but d'affaiblir les Anglais en Amérique du Nord. Et ce plan, ben, il tient à l'invasion du Québec, c'est-à-dire qu'on veut aller prendre les deux places fortes, appelons ça comme ça, de l'Angleterre en Amérique du Nord, c'est-à-dire Montréal et Québec. Et Montréal sera effectivement prise, mais pas Québec. Donc, pendant quelques semaines, voire quelques mois, Montréal sera une ville américaine. Mais les troupes continentales seront repoussées vers les 13 colonies, éventuellement par les Anglais. Mais donc, c'est dans ce contexte-là que se réunit le second congrès continental, donc à partir du mois de mai 1775, et il sera formellement, officiellement, donc en place jusqu'au mois de mars 1781, toujours à Philadelphie. Donc, c'est ce congrès-là, donc c'est cette réunion des représentants des 13 colonies qui va mener les affaires pendant la guerre d'indépendance. Donc, formellement, on va créer une armée et une marine continentale qu'on va placer sous la direction de George Washington. Pourquoi lui? Ben parce que c'est un leader naturel, il est grand, il est costaud, mesure plus de 6 pieds, donc physiquement, il en impose, mais en même temps aussi, il possède une solide expérience militaire. Autre chose qui n'est pas négligeable non plus, c'est que Washington est un homme riche, voire même très riche, et donc c'est le genre d'individu qui ne se fera pas nécessairement acheter par les Anglais. Fait que ça, c'est quand même pas négligeable non plus. Donc, en plus de l'armée qu'on met en place, ben, on va créer un réseau postal afin d'assurer les bonnes communications entre les 13 colonies et on va essayer aussi de reconnaître les monnaies des différentes colonies afin que les activités commerciales puissent se poursuivre. Surtout aussi, on va adopter les Articles of Confederation. C'est quoi ça, les Articles of Confederation? C'est un document qui explique justement le fonctionnement entre les différentes colonies, entre les différentes colonies, c'est ça. C'est un document, mais en fait, c'est une base de constitution. Ça ne crée pas de pouvoir exécutif, il n'y a pas de pouvoir législatif, il n'y a pas de pouvoir judiciaire, il n'y a pas un État fédéral qui est créé à ce moment-là. C'est simplement un ensemble de règles qui permettent aux 13 colonies de fonctionner entre elles durant cette période un peu trouble. Et évidemment, comme je vous l'ai dit, on va essayer de créer des monnaies qui seraient relativement solides afin qu'on puisse, comme je disais, continuer les relations commerciales entre les différentes colonies. Dans ce deuxième congrès continental, bien évidemment, il faut se doter de symboles, parfois comme ça. Donc, on va adopter un drapeau. Pour la petite histoire, donc, moi, ce drapeau que vous avez probablement déjà vu, c'est 13 étoiles, 13 barres. Donc, ça symbolise l'union entre les différentes colonies à ce moment-là. Pour la petite histoire, il aurait été cousu, le premier drapeau, par une couturière de Philadelphie, Betsy Ross. On voit ici un George Washington visiblement ému devant l'événement. Probablement que ça s'est jamais passé comme ça, mais c'est pas grave. Donc, il y a un drapeau autour desquels, justement, les forces continentales vont pouvoir se rallier. On va aussi créer, justement, un comité lors de ce deuxième congrès continental, quand on s'aperçoit finalement que l'indépendance est peut-être la seule option possible. On va créer un comité chargé de rédiger une déclaration d'indépendance. Ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, à partir du moment où il y a des combats qui commencent et tout ça, ben, ça va faire en sorte que ça va radicaliser les membres des différentes colonies. Ce qu'il faut voir, c'est que l'objectif visé par le premier congrès continental, c'est-à-dire comment je pourrais dire, d'amener l'Angleterre à la table des négociations, ça n'a pas fonctionné. Au contraire, l'Angleterre redouble d'ardeur pour écraser le mouvement amorcé par les 13 colonies. On va monter en épingle le fait que l'Angleterre envoie des mercenaires allemands et russes pour se battre dans les 13 colonies. Les colonies du Sud, qui étaient plutôt réfractaires à l'idée d'indépendance à l'origine, parce que ces colonies faisaient énormément de commerce avec l'Angleterre, notamment la vente de coton, bien là, tout d'un coup, on s'aperçoit dans les colonies du Sud que l'Angleterre a tendance à pousser les esclaves à se soulever contre leurs propriétaires afin justement de les affaiblir. Donc là, tout d'un coup, les membres des colonies du Sud, les délégués des colonies du Sud sont soudainement plus radicaux. Ce qu'il faut voir aussi,
Pardon, je parlais de machine médiatique il y a quelques instants. Ben, il y a un document, il y a un pamphlet qui va être publié au mois de janvier 1776. C'est un document rédigé par Thomas Paine. C'est un Britannique de naissance qui est dans les 13 colonies seulement depuis une dizaine d'années. Mais dès le départ, lui, il va devenir un indépendantiste pur et dur. Et il va publier un document qui s'appelle The Common Sense. Et là, ben, c'est un document de propagande. En quelques semaines, l'ouvrage va être publié. Il y a 100 000 copies qui vont être vendues et distribuées, et lues et relues à travers les 13 colonies, et c'est littéralement un document de propagande. Ça ne fait pas dans la dentelle. Dans la dentelle, pourquoi? Ben parce qu'il exagère l'information. On exagère les atrocités qu'auraient commis les Britanniques auprès de la population, notamment auprès de femmes et d'enfants. On fait état de villages brûlés. On fait état donc de toutes sortes d'atrocités commises par l'Angleterre. Et c'est ce genre de document, justement, comme souhaitait Jefferson, qui dramatise la situation et qui va en amener plus d'un à épouser la cause indépendantiste. Donc, c'est pas surprenant de voir que le deuxième congrès continental va créer un comité de 5 personnes. John Adams, Benjamin Franklin, Roger Sherman, Robert Livingston et surtout Thomas Jefferson. Ces 5 personnes-là vont échanger des idées pour voir qu'est-ce qu'on mettrait sur papier, mais la tâche de rédiger la déclaration va revenir à Thomas Jefferson. Jefferson est le plus qualifié, même s'il est un des plus jeunes délégués au Congrès continental, il est certainement le plus qualifié. C'est lui qui a fait le plus d'études dans le domaine, c'est lui qui connaît le plus de documents de gouvernance qu'on peut retrouver à travers le monde. C'est difficile de parler de constitution qu'il y a à cette époque-là, mais c'est certainement quelqu'un qui a une excellente connaissance, justement, des différents États, de constitution, de droit constitutionnel d'une certaine façon. En 1774, il s'était fait remarquer en rédigeant un ouvrage très important qui s'appelle The Summary Review of the Rights of British America. Donc, il brosse dans ce document-là de 1774 un portrait de la situation des 13 colonies. Et pour lui, ce qui ressort dans ce document-là, donc un document fortement inspiré des Lumières, on voit nettement l'influence de John Locke notamment, Montesquieu et d'autres. Et que lui, ce qu'il fait ressortir, c'est qu'il dit le plus important, c'est de respecter la loi. Le plus important, c'est de respecter l'esprit de la loi, ce qu'on dit en anglais, the rule of law. Et si on perd ça, bien évidemment, il n'y a plus rien qui peut fonctionner. Pour lui, le respect de la loi, c'est aussi important que le respect de Dieu à l'Église, par exemple. Et là, lui, ce qui l'inquiète dans ce compte-rendu-là qu'il fait en 1774, ce qui l'inquiète énormément, c'est de voir à quel point l'Angleterre est en train justement de passer outre justement cet esprit de la loi, que l'Angleterre essaie d'imposer sa volonté aux 13 colonies en ne respectant pas l'esprit de la loi. Et donc, partant de là, ce document-là qui sera lu pas nécessairement au sein du grand public, parce que c'est quand même assez précis, mais au sein des délégués du deuxième congrès continental, c'est un document qui va avoir un impact considérable. Et c'est pour ça que c'est Jefferson qui va rédiger presque à lui seul la déclaration d'indépendance. Alors, c'est un document qui est très intéressant, c'est un document qui est évidemment très important, c'est un document, vous pourrez le lire, vous l'avez dans votre manuel, mais c'est un document qui emprunte beaucoup, comme je disais, aux Lumières. On parle des droits de la nature, on parle des droits naturels des individus, le droit à la vie, le droit à la vie, le droit au bonheur. Euh, et comme l'Angleterre ne respecte pas justement ces droits naturels des habitants des 13 colonies, ben, on s'inspire directement de John Locke. Ben, comme l'Angleterre ne respecte pas ces droits-là, ben, on a le droit de renverser le gouvernement. Alors donc, le document, finalement, ben, il en couvre pas mal large. On avait prévu, Jefferson avait rédigé un paragraphe au départ qui parlait de l'abolition de l'esclavage, mais comme les habitants, comme les délégués des colonies du Sud s'y opposent, ben, on va supprimer ce paragraphe-là. Donc, le document final va être soumis aux membres du deuxième congrès continental. Et donc, qu'est-ce qu'on y retrouve dans ce document-là? Ben, d'abord, justement, une espèce d'exposé global que on a droit à l'autodétermination, que les 13 colonies ont tout à fait le droit, justement, de fonctionner de façon autonome. Et pourquoi on a ce droit-là? Ben parce que l'Angleterre a commis des gestes par rapport aux colonies qui sont, justement, qui ne respectent pas les droits naturels. Donc, dans une grande partie du texte, on va énoncer 27 injustices commises par l'Angleterre à l'endroit des 13 colonies. Donc, c'est un texte qui est construit très habilement. Et puis finalement, ben, ça finit la dernière partie, c'est la déclaration d'indépendance en tant que telle, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, les représentants des 13 colonies se déclarent finalement indépendants de l'Angleterre.
Bon, le document, il est très intéressant. Le document, ben, il sera lu d'abord à Philadelphie devant le public, mais après ça, le document va être rapidement distribué à travers les 13 colonies. Et là, il y aura des lectures publiques qui seront faites un peu partout dans les 13 colonies et plus généralement sur un balcon ou autour du Parlement local. Et ça va rassembler des foules. Aussi, je parle encore une fois de machines médiatiques. Aussi, ben, le document sera largement repris dans les nombreux journaux qu'on va retrouver dans les 13 colonies. Donc, finalement, ben, graduellement, ben, il y a une cause, la cause de l'indépendance va gagner de plus en plus d'adeptes au sein de la population des États-Unis. À ce moment-ci, je vais juste faire une petite parenthèse. L'histoire est parfois, je dirais, presque amusante et je vais juste vous raconter une histoire qui n'a rien à voir de façon fondamentale avec le cours. On n'aura pas nécessairement de questions là-dessus à l'examen, mais juste raconter une petite anecdote qui est amusante. Je vais vous parler de Thomas Jefferson et John Adams, donc deux individus qui ont travaillé vraiment de façon étroite ensemble pour la cause révolutionnaire américaine. Ce sont deux pères fondateurs qui sont vraiment très importants dans l'histoire des États-Unis. Adams sera le deuxième président, Jefferson le troisième. Ce sont deux individus qui ont travaillé ensemble en Europe, ils ont travaillé ensemble en Angleterre, ils sont connus en France aussi. Ils ont travaillé ensemble à la rédaction de la Déclaration d'indépendance. Donc, deux types qui travaillaient de façon très proche. Mais une fois l'indépendance obtenue, ils vont devenir des adversaires, voire même des ennemis sur le plan politique. Ils ne voyaient pas nécessairement du même œil le futur du développement des États-Unis. Par conséquent, ben, ce qui est intéressant de voir, c'est que justement, ils vont devenir, comme je disais, des ennemis politiques. Et dans leur développement, euh, éventuellement, ben, ils vont se mettre à se détester d'une certaine façon. Rendu à leur grand âge, ce qui va se produire, c'est qu'ils vont recommencer à correspondre l'un avec l'autre. Ils sont plus vieux, ils sont plus fatigués, mais ils vont se commencer à se rappeler le bon vieux temps et ils vont se redevenir des amis. Bon, à quelle place où je veux en venir, c'est que les deux individus sont morts le 4 juillet 1826. Ils sont morts exactement la même journée. Et pas n'importe quelle journée, ils sont morts un 4 juillet. La journée, donc la fête de l'indépendance des États-Unis. Et pas n'importe quelle fête de l'indépendance des États-Unis. Ils sont morts au 50e anniversaire de la Déclaration d'indépendance des États-Unis. Donc, c'est une petite anecdote comme ça. Bon, semble-t-il que les derniers mots de Jefferson, c'était Is it the fourth? Donc, lui, il veut absolument mourir un 4 juillet. Ben, il s'est rendu là, effectivement, aux petites heures du matin. Et Adams, pardon, ses dernières pensées auraient été pour Jefferson. Il aurait posé la question Is Jefferson alive? Ou il aurait dit Jefferson still lives. Mais peu importe, il pensait à son vieux copain. Fait que voilà, je referme ma parenthèse. C'était une anecdote complètement amusante de l'histoire américaine. Maintenant, ce qui va se passer, l'étape suivante, c'est quoi? Une fois que la déclaration d'indépendance est adoptée, élue et diffusée largement à travers les 13 colonies, mais là, ce qu'on va voir, c'est que chacune des 13 colonies va adopter une constitution qui lui est propre. Alors, ces constitutions-là de chacun des États, les Articles of Confederation qui géraient d'une certaine manière la façon de fonctionner des 13 colonies, ça va constituer la base de la future constitution des États-Unis. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Il faut parler justement de la guerre d'indépendance. Parce que c'est pas tout de se déclarer indépendant, il faut également la gagner. La question importante qu'il faut se poser ici, c'est est-ce que les 13 colonies peuvent maintenir une armée et payer pour une guerre suffisamment longtemps pour, d'une certaine manière, épuiser l'Angleterre. Parce que c'est ça la stratégie. Parce que face à face, l'Angleterre est beaucoup plus puissante que les habitants des 13 colonies. Mais ce qu'il faut voir d'une certaine façon, c'est que l'Angleterre porte relativement peu d'importance à cette guerre-là. Pour beaucoup de monde en Angleterre, c'est une guerre coloniale comme une autre, pas une guerre d'indépendance. Chez les marchands, chez les dirigeants britanniques, la guerre suscite relativement peu d'importance. On va faire peu d'efforts. Il n'y a aucun grand dirigeant militaire anglais qui va traverser en Amérique pour venir vraiment prendre compte, pour vraiment réaliser, pour voir ce qui se passe finalement. On croit que les troupes rebelles, que les troupes continentales sont faibles, elles seront mal organisées et qu'elles seront facilement défaites. On va assister du côté anglais à de nombreux changements de généraux, donc ça va amener une espèce d'incohérence stratégique. Et cette incohérence stratégique, ça va amener quoi? Mais ça va permettre justement à George Washington de maintenir son armée. Ces incohérences stratégiques, ça va faire en sorte que l'Angleterre ne pourra pas s'imposer. Et ça, donc, ça va être quand même assez intéressant à voir.
Donc, avant toute chose, ce qu'il faut regarder, c'est les forces en présence. Évidemment, en Angleterre, il y a beaucoup plus de population que dans les 13 colonies, mais ça a relativement peu d'importance dans la mesure où la population anglaise, en général, ne participera pas à cette guerre-là. Mais ce qu'il faut voir, c'est le nombre de soldats. Donc, en 1776, quand la guerre commence, on voit qu'il y a 7000 soldats britanniques qui seront appuyés par 8000 loyalistes. Donc, les loyalistes, ce sont des habitants des 13 colonies qui n'épousent pas la cause indépendantiste et qui vont demeurer loyaux, fidèles à la couronne anglaise. À cela, ben, il faut rajouter 30 000 mercenaires allemands. Ils font quoi là, les Allemands? On pourrait se poser comme question. Ben, c'est tout simplement, c'est que l'Angleterre, comme elle n'a pas une très grande population, elle n'a pas aussi une très grande armée. Loin, par exemple, de l'armée française. Donc, les Anglais, quand ils partent en guerre, ben, ils vont avoir tendance à engager des mercenaires. Et en Allemagne, il y a de ce groupe de soldats-là qu'on peut justement engager et qu'on peut intégrer dans l'armée régulière. Donc, l'Angleterre, en 1776, a nettement un avantage sur les 13 colonies. Washington avait réussi à mobiliser 6000 soldats, mais là, tout d'un coup, au départ aussi, on voit la présence de 5000 Français. Même question, que font là les Français? La France, à ce moment-là, c'est l'État le plus absolutiste en Europe. Donc, qu'est-ce que l'État le plus absolutiste en Europe a à venir appuyer un mouvement républicain, c'est-à-dire un mouvement qui veut abolir la monarchie? Ben, c'est tout simplement, c'est que la France veut affaiblir l'Angleterre. La France voit dans cette guerre-là, une occasion d'affaiblir son ennemi de toujours, l'Angleterre. Donc, la France va faire un maximum d'efforts, va mettre un maximum d'efforts pour appuyer la cause indépendantiste américaine. Et la révolution américaine n'aurait pas pu être gagnée sans la part de la France. On le voit ici, par exemple, quand on nombre de navires de guerre. L'Angleterre rencontre un avantage net au moment où la guerre d'indépendance s'amorce, mais qu'on voit 3 ans plus tard, en 1778, essentiellement, les 13 colonies et donc les forces continentales et l'Angleterre possèdent essentiellement le même nombre de navires de guerre. Comment ça s'explique? Comment s'explique ce rattrapage des forces continentales? Ben, d'abord, des chantiers navals dans les 13 colonies, particulièrement au nord, vont s'activer et on va produire quand même un nombre respectable de navires. Mais là, l'impact qu'on voit, c'est l'impact de la France. La France va s'endetter vraiment au maximum à ce moment-là de l'histoire, à la fin des années 1770, afin justement de constituer une flotte qui serait essentiellement équivalente à celle de l'Angleterre. Donc, on voit l'impact de la France, il est très grand. Et là, ben, pourquoi justement la France embarquant dans ce mouvement? Ben, c'est que il y a des représentants des 13 colonies qui sont présents en France depuis un bout de temps. 1774, 1775. Jefferson y est passé. John Adams y est passé un bout de temps aussi. Essayer de faire des représentations auprès justement de la couronne française. Mais celui qui aura le plus de succès, c'est Benjamin Franklin, pardon. Sa mission en Europe va porter des fruits. Et il est déjà auréolé d'un grand prestige en tant que scientifique et son allure simple et décontractée, ben, on va le voir dans les milieux aristocratiques français, on va le voir comme le représentant d'une espèce de nouvelle Rome républicaine. Il séduit finalement la classe dirigeante française et la France va finir par fournir quand même pas mal d'argent, de munitions, de navires, comme on l'a vu, de soldats. Donc cet apport-là, il est considérable. En tout et partout, quand on regarde les forces conscrites de part et d'autre entre 1776 et 1781, on va voir que chacun, malgré tout, va mettre un effort assez considérable. Bon, les Anglais vont finir que par s'apercevoir que les troupes coloniales ne seront pas si facilement vaincues. Donc, l'Angleterre va envoyer en tout et partout environ 50 000 soldats qui seront appuyés par un nombre à peu près équivalent de loyalistes. Et avec les 30 000 mercenaires allemands dont je parlais tout à l'heure. 24 000 morts, 20 000 blessés. Bon, il y a une aide autochtone aussi qui n'est pas négligeable du côté des Anglais. Puis si on regarde du côté des forces conscrites, du côté des forces continentales, l'armée continentale, Washington a réussi à conscrire 23 000 soldats réguliers. Mais surtout, l'apport qui va être important, bon, on voit celui de l'armée française, il y a quand même 15 000 soldats français, mais ce sont les 230 000 miliciens et volontaires. Alors, qui sont-ils? Ben ça, dans les 13 colonies, dans chacune des 13 colonies, il y avait des milices locales. C'est-à-dire, donc, des gens qui s'engageaient à suivre une formation militaire basique, assez, maniement des armes et ainsi de suite. Mais donc, ça devenait une espèce de rite de passage pour une certaine élite coloniale que de devenir milicien. Mais ce qu'il faut voir, c'est que dans cet élan révolutionnaire, il y a une grande majorité de ces miliciens qui ont choisi le camp indépendantiste et que ce sont des gens, justement, qui connaissent le terrain sur lequel ils vont se battre.
Et là, ce à quoi on va assister essentiellement durant cette guerre d'indépendance, c'est une guerre, mais en fait, c'est un mouvement de guérilla. C'est-à-dire que on va adopter du côté de l'armée continentale, l'armée du côté de Washington, on va justement utiliser ces miliciens-là pour faire des attaques surprises, pour faire des raids surprises sur des troupes britanniques qui ne s'y attendent pas. On va aller attaquer tel dépôt d'armes britannique pour s'emparer justement de ces armes-là. On va aller attaquer tel convoi qui transporte, par exemple, la paye de soldats, et on va s'en emparer. Donc, on attaque et on se retire. Du côté des forces continentales, c'est ça la stratégie, attaquer et se retirer afin de limiter les pertes. Donc, en bout de ligne, ça devient une guerre d'usure. Donc, cette armée qui était probablement, ben oui, effectivement, moins forte, l'armée de Washington est certainement moins forte que que l'armée anglaise, mais c'est une guerre d'usure, c'est-à-dire que les Anglais n'arrivent jamais à coincer suffisamment Washington pour dire on met un terme à la guerre. Donc, en bout de ligne, ben, écoutez, ça va arriver que la guerre, ben, il y aura des combats un petit peu partout à travers les colonies, mais ça va se terminer par une bataille, celle de Yorktown en 1781. À ce moment-là, ben, le général en chef à ce moment-là de l'armée britannique, le général Cornwallis, avait concentré le gros de ses troupes afin de coincer justement l'armée de Washington, mais il se fait avoir un petit peu. À Yorktown, en 1781, il y avait 8000 soldats anglais et 8800 soldats de Washington. Sauf que les soldats de Washington sont appuyés par presque 11 000 Français. Et là, surtout, ce qu'il faut voir, c'est que Cornwallis, il est coincé. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas recevoir de renfort, parce que les Français, la marine française a pris le contrôle de la baie de Chesapeake, empêchant justement les Anglais d'arriver, d'autres Anglais d'arriver en renfort. Alors, la bataille de Yorktown s'étire sur quelques semaines, du 28 septembre au 19 octobre 1781, et en bout de ligne, ben, le général Cornwallis va devoir rendre les armes, et, euh, et c'est la fin de la guerre d'indépendance des États-Unis. Alors, qu'est-ce qui commence à ce moment-là? Ben, c'est de voir de quelle manière on va tourner la page, c'est de voir de quelle manière on va négocier un retour à la paix. Et là, ben, Français, Anglais et Britanniques vont se retrouver à Paris pour négocier justement cette paix-là. Les Américains vont envoyer Benjamin Franklin, John Jay, John Adams et d'autres, mais c'est surtout Franklin qui prend peut-être le devant des opérations. La toile que je vous montre ici, peut-être, nous résume bien l'état d'esprit des Britanniques. Alors, l'artiste avait commencé à tracer une ébauche d'une future toile. Les représentants américains avaient accepté de poser, mais pas les Britanniques, et c'est pour ça que le tableau ne s'est jamais complété. Benjamin Franklin va poser 4 conditions à l'Angleterre. Premièrement, l'Angleterre doit reconnaître l'indépendance des États-Unis. Et par conséquent, évidemment, les Britanniques devront retirer leurs troupes du nouveau territoire américain. On va négocier une étendue du territoire américain et que finalement, ben, les Anglais, maintenant en Amérique du Nord, seront confinés essentiellement au Canada et on va demander que les frontières soient clairement tracées avec le Canada. Dernière condition, les Américains, particulièrement les habitants des États du Nord, les commerçants des États du Nord, veulent conserver un droit de pêche à Terre-Neuve, donc un endroit qui est particulièrement riche en poissons, et ça sera accepté par l'Angleterre. Donc, tous ces éléments-là, évidemment, avec d'autres détails, on s'en doute bien, ça sera signé par les différents représentants des différents États, et donc ça va donner le traité de Versailles. Et là, ce qu'on voit essentiellement, c'est que les États-Unis vont doubler de taille. Donc, les 13 colonies qui étaient confinées le long du littoral atlantique ben, vont doubler de territoire et vont pouvoir s'étendre justement du sud des Grands Lacs jusqu'aux possessions espagnoles au sud en Floride et on va s'étendre jusqu'au Mississippi. Donc, ce sont des gains territoriaux qui sont majeurs, majeurs, majeurs. Et les Anglais, comme on le voit avec la carte, sont maintenant confinés au Canada. Conséquence de tout ça, bien évidemment, l'Angleterre va en sortir sans trop de dommages, on pourrait se dire. On va même voir que pendant la guerre d'indépendance, la production industrielle va être stimulée. Donc, ce n'est pas nécessairement inintéressant. Et que là, on va voir aussi, puis on en reparlera plus tard pendant la session, que l'Angleterre, les commerçants anglais vont avoir tendance à se tourner vers le libre-échange davantage que vers un commerce privilégié. Mais ça, on en discutera. Impact important pour la France, parce que la France avait mis des efforts considérables, on l'a vu, pour aider la cause révolutionnaire américaine, sauf que la France, au sortir de cette guerre d'indépendance des États-Unis, la France est en banqueroute. Et ça, c'est un prélude à la Révolution française.
L'Espagne, essentiellement, ne change pas, mais il y aura des conséquences dans les nouveaux États-Unis, des conséquences négatives. Il y aura des gens qui vont définitivement perdre. Les 200 000 membres des Premières Nations, définitivement. Ces Autochtones jouissaient de la protection de l'Angleterre depuis très longtemps. Mais là, maintenant, n'auront plus cette protection-là. Et là, ce qu'on va commencer à voir, et ça fera l'objet d'une capsule subséquente durant la session, mais donc, on va commencer à voir graduellement les Premières Nations qui seront repoussées de plus en plus vers l'Ouest par justement les États-Unis qui vont justement vouloir occuper les nouveaux territoires qu'ils viennent de gagner. Impact considérable aussi au niveau de l'esclavage. Dans les colonies du Sud, on voit déjà une occasion importante d'augmenter la production de coton, donc d'étendre la production de coton des États traditionnels davantage vers l'Ouest, et ça va prendre de la main-d'œuvre. Donc, entre 1783 et 1807, sur une période d'à peu près 25 ans, donc, c'est 100 000 esclaves qui vont arriver d'Afrique. Donc, le fait que les États-Unis aient gagné leur guerre d'indépendance, ça va vraiment renforcer cette institution qui s'appelle l'esclavage. L'autre impact, ben, c'est qu'il y a quand même une portion importante de la population des 13 colonies qui appuyaient encore l'Angleterre et qui n'ont pas épousé les idéaux révolutionnaires. Donc, ce sont ces loyalistes. Que leur arrive-t-il à ces gens-là? Ben, il y en a beaucoup qui vont littéralement quitter leurs biens, quitter leurs possessions, quitter la région dans laquelle ils vivaient pour aller s'installer ailleurs aux États-Unis parfois, s'installer incognito et recommencer à zéro, afin, puis en fait, c'est s'en aller, en fait, c'est plus fuir les représailles et ainsi de suite. Mais il y en a quand même un bon nombre, c'est 70 000, 80 000, difficile à dire, qui vont quitter les nouveaux États-Unis, qui vont aller s'installer au Canada. Donc, quitter les nouveaux États-Unis pour aller s'installer dans une terre encore britannique. Et là, leur arrivée, ben, ça va avoir un impact considérable sur l'histoire du Canada, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir changer un certain nombre de choses. Ils s'installent dans le futur Ontario, ils s'installent dans les cantons de l'Est au Québec, ils s'installent dans les maritimes, et leur histoire, évidemment, leur arrivée, va changer pas mal de choses dans l'histoire canadienne. Pour l'instant, ben écoutez, en 1783, il y a un nouveau pays qui apparaît sur la carte du monde. Ce sont les États-Unis d'Amérique. Mais là, maintenant, comment les interpréter, comment les voir, comment ils vont fonctionner, ces États? Est-ce qu'ils vont fonctionner de façon indépendante les uns des autres ou ils vont chercher une façon de s'unir ensemble? Et ça va être le grand débat des années 1780 dans ces nouveaux États-Unis d'Amérique. Et ça, ben, ça fera l'objet d'une prochaine capsule.